Merci François Bayrou qui est notre invité aujourd'hui, président du MoDem, maire de Pau, d'être sur le plateau de Dimanche en politique. Merci d'être ici. Avant votre entrée officielle, la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine, les universités du MoDem, peut-on imaginer une élection présidentielle sans vous? On peut se poser la question. Pour l'instant, en tout cas, vous soutenez Alain Juppé, mais rien ne dit que c'est lui qui gagnera la primaire. Dans ce cas, vous aurez un boulevard devant vous. On y reviendra un peu plus tard. Les sondages de popularité vous classent en tout cas parmi les personnalités politiques préférées des Français. Peut-être que vous voudriez en faire quelque chose aussi. Vous nous direz tout ça tout à l'heure. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle de Jacques Chirac. On a appris dans la matinée qu'il avait été hospitalisé pour infection pulmonaire. Vous avez été son ministre, vous avez été son concurrent aussi à la présidentielle. Vous avez eu des nouvelles de sa santé récemment ? J'ai eu des nouvelles, comme tout le monde, par ceux qui l'ont rencontré et qui ont en effet exprimé de l'inquiétude sur son état. Je trouve que c'est un moment très émouvant, que cet homme qui a connu les plus hautes responsabilités soit dans le dénuement comme ça de la maladie et de la vieillesse. Et puis je pense aux siens, je pense à sa fille Claude, je pense à leur inquiétude et donc c'est un signe qu'il faut que nous leur transmettions. C'est fait. Parmi les thèmes qui vont s'imposer dans la campagne présidentielle, il va bien sûr y avoir l'emploi. L'inversion de la courbe du chômage souhaitée par François Hollande ne s'est pas réalisée. Le prochain président héritera du dossier. Vous allez me dire, ce ne sera pas le premier, parce que le chômage, ça fait quand même quelques années. Les Français et l'emploi, on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient dans la rue. C'était lors de la manifestation contre la loi El Khomri jeudi à Paris. Quand on me dit travail, rémunération, récompense. Faire beaucoup d'activités. Obligatoire. C'est ce qui me permet de payer mes factures à la fin du mois, de partir en vacances. Le travail, j'aime pas du tout. Il faudrait abroger. Il y a la notion des droits, en fait, des garanties. Et ces garanties-là, actuellement, elles sont attaquées. Ça peut être aussi une source de beaucoup de stress, de mal-être aussi. Ma vie de travail, elle est derrière, mais je continue à travailler socialement, bénévolement. Pour moi, trouver du travail avec la motivation, pour moi, il n'y a pas de problème. Tous les 6 mois, par tranche de 2 mois, il y a des petites périodes de chômage. Comme tout le monde, j'ai de la famille, des amis qui en ont connu. Donc on sait que derrière, c'est moralement très compliqué. Pôle emploi me permet juste de voir les enseignes, les boîtes qui cherchent. Mais passer par Pôle emploi en soi, ça marche pas. il y a des offres aussi de plus en plus sur le Bon Coin, pourquoi pas, hein. Même si la croissance n'est pas, on est autour de zéro, il n'y a pas de raison qu'il y ait de moins en moins de travail. Comment demain on va répartir le travail? Il faut y réfléchir. Et partager davantage le travail, ça ne veut pas dire non plus la modération salariale. C'est pas pour qu'après tout le monde se retrouve pauvre ou en difficulté. On réforme à chaque fois, notamment le code du travail, mais ça ne se voit rien du tout. Après, c'est vrai qu'il y a des opportunités à l'étranger qui sont parfois plus intéressantes. Mais je crois en la France et je pense qu'il y a encore du travail ici. Non, il ne faut pas quitter la France, il faut faire une autre politique. François Bayrou, il faut faire une autre politique de l'emploi. Mais en attendant, vous avez entendu les gens qui vont plutôt sur le Bon Coin pour trouver du travail plutôt que sur Pôle emploi qui a été réformé par Nicolas Sarkozy. Ça a été un échec, Pôle emploi? Ça signe l'échec de Pôle emploi? Bon, c'est un travail extrêmement difficile, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer la situation française à la situation de pays qui nous entourent et qui sont au plein emploi. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment des changements très importants à apporter, avec 2 réserves que je veux exprimer d'entrée. La première, c'est que les contrats de travail qui sont signés sont signés. Je pense qu'une partie des difficultés que le gouvernement a rencontrées avec la question du contrat de travail, c'est qu'il a voulu remettre en cause les contrats de travail déjà signés. Ou que les Parler de la loi El Français Khomri, c'est ça. pensaient cela. La loi précédente et celle-là, les deux lois. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, raison pour laquelle j'ai exprimé de grandes réserves sur la loi, c'est qu'on ne doit pas baisser la rémunération du travail. Le problème en France, c'est évidemment, que les emplois ne sont pas créés en nombre suffisant. Mais il y a une deuxième question, c'est que le travail est mal payé. Et de ce point de vue-là, le signal qui a été apporté par la loi de baisser la rémunération des heures supplémentaires ou de baisser, pour la loi précédente, la rémunération du travail du dimanche, sont de mauvais signaux. On pouvait tout à fait poser la question du coût du travail, ce que ça coûte à l'entreprise, mais autrement, sans remettre en cause ce que ça rapporte aux salariés. Alors, la question vous voyez qu'il y a un jeu sur les charges, on entend. sur ce genre d'heures.
La loi El Khomri, si vous étiez élu à l'Élysée, vous la supprimeriez? Bon, on ne peut pas dire les choses comme ça parce qu'il y a tant de dispositions. Un seul article fait plusieurs dizaines de pages. Est-ce que vous la supprimeriez ou... Je regarderai décision par décision, mesure par mesure, pour savoir ce qu'on doit remettre en cause. Et je vous le dis, pour moi en tout cas, quelles que soient mes responsabilités, je demanderai qu'on remette en cause la rémunération des heures supplémentaires. Il n'y a aucune raison, quand les gens travaillent davantage, pour qu'on vienne couper les revenus qui sont en droit d'attendre du travail. Et c'est une réflexion générale sur la question des fins de mois. Qu'est-ce que ça rapporte ? Aujourd'hui, la campagne se focalise autour des questions d'identité. Oui, mais aussi des 35 heures, François Bayrou. Et la question du revenu du travail, de ce que ça rapporte à la fin du mois, est pour moi une question de la vie de tous les jours centrale. Mais il y a aussi les 35 heures. Tous les candidats de la primaire à droite disent qu'il faut abolir les 35 heures. Est-ce que c'est une position que vous défendez, vous ? Je ne la défendrai pas sous cette forme. Je pense qu'il est légitime qu'on envisage de travailler plus, à condition que les heures travaillées en plus soient payées en heures supplémentaires. À 25% et pas à 10%, voilà. comme le prévoit la loi. Or, le seuil, si on dit on supprime les 35 heures, on supprime le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc il faut garder les 35 heures en référence. Et référence. Donc on peut garder les 35 heures en référence, à condition de faire que les heures travaillées en plus soient payées en heures supplémentaires avec une prime substantielle. Parce que là, de 25% par exemple, là vous êtes dans la justice. Là vous êtes dans quelque chose qui respecte les droits des salariés. Oui, écoutez, ce n'était pas la plus mauvaise formule qu'il avait trouvée, Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas pas sur ce plan que nous nous sommes affrontés. En revanche, c'est sur bien d'autres sujets. Oui, notamment les déficits publics. Parce que vous, votre credo depuis toujours, c'est il faut réduire les déficits publics. Or, là aussi, tous les candidats, tous, y compris Alain Juppé, de la droite, disent tant pis pour les 3%, puisqu'il va falloir baisser les charges, baisser les impôts, réinvestir. Est-ce qu'ils font tous une erreur ? Bon, en tout cas, je ne crois pas du tout qu'on puisse être désinvolte à l'égard des déficits et de la dette. L'idée dans laquelle on s'enferme, qui est que après tout, on va envoyer valser les 3% par-dessus les moulins, comme on le faisait autrefois dans une expression populaire, ça ne me paraît pas crédible. Comment voulez-vous que les autres pays européens qui ont fait des efforts considérables acceptent cela ? En revanche, s'il faut trouver une solution de relance, cette solution de relance pour éviter les inconvénients qu'on voit venir comme le mur face à la voiture, cette solution de relance ne peut être qu'européenne. Et c'est notamment la responsabilité de la Banque centrale européenne que de se préoccuper de la relance nécessaire de l'économie française. Elle le fait en partie. M. Draghi vient de faire des interventions qui vont tout à fait dans ce sens-là. Je note au passage que c'est quand même un dirigeant conscient des problèmes qui se posent et qui va dans ce sens-là. La responsabilité de la Banque centrale européenne devrait, pour moi, être enrichie par une référence à l'obligation de chercher le plein emploi. C'est le cas de la Banque centrale américaine. Oui, et ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cas de la Banque centrale européenne. Et nous devrions nous focaliser, nous devrions concentrer nos efforts, tous les dirigeants européens qui, franchement, aujourd'hui, n'apparaissent pas à la hauteur. Il y a eu un sommet hier à Bratislava qui est à pleurer. Personne n'en a parlé. Parce qu'on n'en parle pas, ils n'ont rien dit. Et Matteo Renzi a eu le courage de dire rien pour la crise, rien pour les difficultés que nous traversons, et il a refusé de participer à la conférence de presse. On a besoin de dirigeants européens qui obligent à poser les problèmes qui se posent au peuple. Une dernière question, c'est tout autre chose qui se pose comme question là, ici en France. Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, annonce ce matin une augmentation des tarifs d'autoroute de 0,3 à 0,4% entre 2018 et 2020 pour améliorer le réseau autoroutier. Vous êtes très critique déjà sur la privatisation des autoroutes. C'est la goutte d'eau ? Toute cette opération de privatisation, comme elle est menée depuis le début, est un scandale démocratique. On a privatisé en créant des sources de bénéfices considérables pour les entreprises privées qui ont repris les autoroutes. On ne cesse d'allonger la durée de ces concessions
Donc ça veut dire quoi? En prétendant que ça va arranger les choses. Il faut renationaliser les sociétés d'autoroutes? Non, c'est impossible. Je me suis exprimé dès le premier jour en disant ce qui est signé est signé. Les contrats sont tellement ficelés qu'on n'y arrivera pas. Un, il faut demander des comptes aux gens qui ont fait ça. Mais deux, il faut avoir en tête qu'il faut rendre publiques les conditions de cette affaire. Il y a un citoyen, lanceur d'alerte comme on dit, qui a demandé le document du contrat. On a refusé de lui donner. Les tribunaux lui donnent raison. Le ministère de l'économie refuse de mettre à disposition des citoyens le contrat qui a été signé avec les sociétés d'autoroutes. Il faut jouer la transparence. Oh, c'est plus que ça. Ouais. Écoutez-moi bien. Il faut séparer le pouvoir politique des intérêts économiques. Il faut qu'il y ait un mur de verre qui s'instaure, qui s'installe. Je ne vise personne. Qui s'instaure et qui s'installe, où je vise tout le monde, puisque c'est des gouvernements successifs. Comment dirais-je, la trop grande proximité entre les intérêts privés et l'État sont un affaiblissement pour le pays, comme le montre la décision désastreuse prise sur les autoroutes, et on va encore augmenter les tarifs. Puisque vous parlez d'intérêt de la France, on va se demander si la France a un train de retard à propos d'Alstom et de la politique industrielle de la France. Est-ce que sur Alstom, le gouvernement aurait pu réagir plus tôt? En tout cas, le gouvernement a menti aux gens, aux salariés d'Alstom, mais plus gravement... Pourquoi il a menti? Pourquoi vous dites qu'il a menti? Parce qu'il a dit qu'on fermerait jamais, qu'il n'y aurait pas... C'est Emmanuel Macron qui était même allé le dire récemment. Pas un emploi serait mis en cause, etc. Et donc, pour moi, en tout cas, les décisions qui ont été prises sous cette espèce de pression des marchés depuis des années et qui font que la France a été dépouillée de ses instruments, de ses outils industriels les plus importants. Et si vous prenez secteur après secteur, alors vous voyez que tout d'un coup, ces logiques-là qui interviennent sont des logiques qui privent la France de la capacité à agir, de la capacité à avoir une industrie, à avoir des centres de décision chez nous. Tout cela, c'est la même logique qui, depuis des années, est au travail. Et chaque fois, c'est le même scénario. Ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut obliger, par exemple, les régions à acheter les TER chez Alstom? Ou est-ce qu'il faut nationaliser Alstom? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il aurait fallu faire un géant européen au lieu de donner aux Américains la prééminence qu'on leur a accordée. Là, dans la situation actuelle. Aujourd'hui, si on peut pousser et inciter les régions à acheter les trains Alstom fabriqués en France, en tout cas, je n'y verrai que des avantages. Je suis favorable à l'idée qu'on favorise le tissu économique et l'emploi et le tissu industriel local au lieu de se trouver dans une situation où nous nous appauvrissons constamment. François Bayrou, on va parler de vous. Être au centre, c'est prendre le pari parfois d'être nulle part. Vous savez, quand on est au centre de quelque chose, on est un carrefour aussi. On peut aussi être une confluence. Mais ça, Renaud Dely, directeur... Retenez la deuxième formule plutôt que la première. Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne, est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour Francis, bonjour François Bayrou. Bonjour. Bonjour Renaud, j'attendais un peu, voilà, que la musique disparaisse pour vous dire bonjour et qu'on vous entende. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes en réserve. Le centre en France a du mal à se faire une place. Depuis 2002, votre première présidentielle, c'est vous qui l'incarnez, mais il y en a eu d'autres avant vous. Pour le centrisme, l'alternative est très simple. Ou bien c'est lui qui gouverne avec ses idées, ou bien c'est d'autres qui gouvernent avec les idées des centristes. Donc les centristes sont toujours heureux. Je suis Jean Le Canuet. Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme parmi les hommes partageant vos préoccupations et vos aspirations. Monsieur Jean Le Canuet est en 3e position avec 16% des suffrages. Et c'est un vrai coup de théâtre. Maître en ballottage de général de Gaulle, le centre devient alors une force politique majeure. Il fallait que le centre droit et le centre gauche en France deviennent une seule famille. Et c'est ce travail qui a rendu possible, en fait, mon élection de 74. Créé en février 78, l'UDF a vocation à soutenir l'action de Giscard. François Bayrou rentre dans le rang. Il rejoint Giscard et devient secrétaire général de l'UDF. Il y a un mouvement qui est en train de grandir. Bien qu'ils aient choisi Balladur contre Chirac, les centristes ne sont pas oubliés au moment de la composition du gouvernement Juppé. Oui, il faut un troisième homme.
je suis candidat à la présidence de la République. François Bayrou ne réalise pas son rêve d'être numéro 2, mais il est le 3e homme. Plus rien ne peut se passer sans lui. En créant le MoDem, qui absorbe aujourd'hui l'UDF, François Bayrou tourne une longue page d'histoire. Après 2002 et 2007, François Bayrou y retourne. 10 points de moins qu'en 2007, des ambitions envolées. C'est un peu la gueule de bois. Vous êtes prêt à un rapprochement du MoDem avec l'UMP version Alain Juppé? Nous ne sommes pas seulement amis, mais j'ai pour lui de l'estime et du respect. Je crois que nous avons besoin plus que jamais de nous rassembler. Je me sens en pleine harmonie avec lui. François Bayrou, vous êtes l'héritier de qui? De Jean Le Canuet ou de Valéry Giscard d'Estaing? Ma famille politique, c'est le centre d'inspiration spiritualiste, comme Le Canuet disait. D'autres disent démocrate chrétien, mais ça ne s'arrête pas au christianisme, et de la laïcité. Voilà, ce sont ces deux familles-là. J'ai noté que Jean Le Canuet, ça vous va bien. J'ai été son ami et son proche. J'ai été le secrétaire général de Giscard pendant 5 ans, et j'en ai été très heureux. Honnêtement, si on devait faire le classement des responsables politiques, des hommes politiques sur les 20, 25, 30 dernières années, Giscard était le plus capable, intelligent, il voyait les choses et il avait une prestance intellectuelle. On va parler d'aujourd'hui. Voilà, parlons d'aujourd'hui. François Bayrou, ces temps-ci, vous répétez, vous aimez répéter que vous ne vous êtes jamais senti aussi bien, aussi en phase avec vous-même, aussi libre. Pas mal en tout cas. Est-ce que c'est parce que, on l'a vu dans le sujet à l'instant, que vous avez déjà été candidat 3 fois à la présidentielle, et est-ce que c'est parce que cette fois-ci vous avez décidé de passer votre tour que vous vous sentez si bien ? Non, je me sens très bien parce que c'est assez rare en politique qu'on puisse faire preuve d'abnégation. Ça se produit presque jamais qu'un responsable politique ayant un socle de soutien et même d'intention de vote dans le pays, de popularité ou de soutien d'intention de vote, dise écoutez, je suis prêt à aider quelqu'un d'autre. Donc vous soutenez Alain Juppé par abnégation? Je soutiens Alain Juppé parce que je pense que c'est le mieux placé des responsables politiques qui peuvent être élus avec les 2 points nécessaires du programme auquel je crois, c'est-à-dire rassembler les Français au lieu de les diviser, leur parler comme si on veut en faire ou en voulant en faire une unité, alors que d'autres veulent les faire exploser, et deuxièmement, porter un certain nombre de réformes. On peut avoir des débats sur les réformes, mais résoudre des questions lancinantes qui se posent au pays depuis longtemps, cette volonté-là est le 2e point du programme. Alors François Bayrou, l'appellation officielle de cette compétition des primaires, ce sont les primaires de la droite et du centre. Alors la droite, on la voit bien dans ces primaires, pourtant, beaucoup même, mais où est le centre ? On cherche désespérément ? C'est l'appellation que les Républicains ont donnée à cette compétition, qui est une compétition interne. Cela dit, si des militants, des citoyens, des sympathisants du centre veulent se servir de cette élection ou choisissent d'intervenir dans cette élection pour favoriser le choix de quelqu'un qui peut faire la réunion, l'entente, l'union entre une partie de la droite et le centre, je trouve que ça vaut la peine. Vous appelez donc clairement vos électeurs, vos sympathisants du MoDem, à aller voter pour Alain Juppé. Oui. Tous ceux qui le veulent, je les y encourage. Mais vous-même, à titre personnel, vous avez dit récemment que vous ne voteriez pas, vous, à titre personnel, lors de Pas récemment, j'ai dit ça depuis la première minute, pour une raison extrêmement simple. Si quelqu'un qui est un responsable politique, avec tout ce que cela emporte vous voyez bien, d'écho dans le pays, participe à une compétition de cet ordre, forcément, l'engagement implicite serait d'en respecter le résultat. Et depuis le début, je dis qu'il y a un résultat qui peut réunir et un résultat qui diviserait. Et je ne veux pas du résultat qui diviserait. C'est Nicolas Sarkozy. Alors justement, Nicolas Sarkozy, on se souvient en 2012, François Bayrou, que vous avez largement contribué à sa défaite, puisque vous aviez appelé à voter pour François Hollande. Nombre de militants de droite et de militants du Parti Les Républicains s'en souviennent plutôt amèrement. Est-ce que vous êtes certain que votre soutien fervent, en tout cas avec abnégation à Alain Juppé, c'est vraiment une aide que vous apportez à Alain Juppé auprès de cet électorat de droite ? Délit, je peux vous poser une question, vous qui êtes, pas les vous qui êtes un expert de la politique absolument averti.
si je n'exprimais pas ce soutien, qui l'exprimerait ? Et vous pensez donc vous ne pensez pas que vous avez entendu ma question. Oui, mais c'est vous qui répondez aux questions. Je suis. Oui, mais enfin, c'est bien qu'on ait un dialogue après tout. Voilà. Non, je veux dire. Nicolas Sarkozy a de très nombreuses reprises ces derniers mois fait siffler votre nom dans les meetings qu'il fait. C'est pas grave. Et après tout, chacun a les jeux qu'il veut. Mais vous voyez bien de quoi il s'agit. La structure d'opinion qui peut emporter la victoire d'Alain Juppé. On la connaît bien, tous les sondages la donnent. C'est le centre, au sens large du terme, centre droit, centre et centre gauche, qui lui apporte à 70% son soutien. Et je suis, devant cet électorat-là, je crois, garant de l'authenticité du soutien et de l'authenticité de l'indépendance que nous garderons. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un peu un embouteillage prochainement sur ce créneau que vous venez de définir, le centre droit et le centre gauche, avec l'apparition d'un nouveau rival, d'un nouveau concurrent sur lequel vous tapez allègrement, qui est Emmanuel Macron? Je ne tape pas, j'indique les choses. Quelle est sa nature, son poids politique aujourd'hui, Emmanuel Macron, d'après vous? Moi, je ne crois pas que ce soit un poids déterminant et qui durera, parce que je ne vois pas son projet, ou en tout cas, ce que je vois du projet est extrêmement clair. Il a été l'inspirateur de la politique économique suivie par François Hollande et le décideur, les 2 dernières années principales de cette politique économique. Et cette politique économique est une catastrophe. Et elle est marquée en particulier par ce que j'ai dénoncé depuis le début de l'émission, c'est-à-dire l'idée que le monde du travail, on essayait perpétuellement de réduire le salaire réel qu'il reçoit. Et ça, c'est signé Emmanuel Macron, vous dites. Entre autres, Macron, il est pas tout seul. Évidemment, le président de la République a dû dire oui. Mais c'est lui l'inspirateur le plus important, puisque c'est lui qui était aux commandes. Dans les sondages et même dans les intentions de vote, François Bayrou, aujourd'hui, Emmanuel Macron est très populaire, davantage que François Hollande, et même devant vous, dans les intentions de vote. Franchement, si vous n'avez jamais rencontré dans la vie des sondages qui, à un moment donné, dans une campagne d'opinion, donnent des résultats qui ne seront pas les résultats au bout du compte, ce serait que vous manqueriez d'expérience politique. Et M. Dely, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et celle que, justement, ces fameux sondages d'intention de vote placent en tête du premier tour quasi systématiquement, c'est Marine Le Pen. Est-ce que vous écartez totalement la possibilité que Marine Le Pen puisse l'emporter au second tour au mois de mai prochain? Je n'écarte jamais aucune possibilité, je me bats contre. Vous comprenez, l'enjeu le plus important de cette élection, c'est qu'en effet, les Français trouvent un espoir parmi les candidats, un espoir de politique différente. Or, on nous menace d'avoir les 2 mêmes candidats, les 2 mêmes personnalités qui ont exercé le mandat sur les 10 dernières années. Alors, ça fait évidemment le jeu de Marine Le Pen. Si vous n'avez pas une autre proposition politique, alors les Français, d'une certaine manière désespérés par cette réédition attristante, eh bien, ils peuvent se donner à n'importe quel choix. Je garantis qu'il faut proposer une autre vision et je m'efforcerai de le faire. Mais Alain Juppé, lui, il peut faire naître une proposition politique plus rassembleuse. Profitons-en et c'est pourquoi je lui apporte en effet mon soutien amical. S'il gagne la primaire. Merci Renaud d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. On en parle et vous disiez ça fait partie des thèmes de la primaire, notamment de l'immigration par exemple, les migrants. Le démantèlement de Calais d'abord, 12 000 migrants à reloger, 9 000 nouvelles places à trouver. Est-ce qu'il y avait une autre solution? Oui. Le gouvernement est en train de suivre une pratique qui est la pratique classique, hélas, des gouvernants ou de l'État en France. Il décide tout seul et il impose, notamment aux collectivités locales, l'obligation de faire, y compris contre leur gré, ce que lui décide. Alors, Je pense que c'est la plus mauvaise des pratiques. Alors c'était quoi la solution? La solution, c'était simple, c'était d'ouvrir un dialogue avec les collectivités locales en disant, voilà, écoutez, on a un certain nombre de personnes à qui il faut que nous proposions autre chose que la solution indigne, épouvantable qu'il y a à Calais.
Prenons les chiffres, c'est 12 000 personnes. 12 000 personnes, c'est 120 par département français. Vous ne croyez pas que si vous ouvrez le dialogue avec les maires et les présidents d'intercommunalités pour un département moyen français, ils peuvent trouver la solution pour 120 Vous seriez prêt, logements vous, à Pau, à recevoir un centre de migrants mais vous voyez bien, vous êtes toujours dans la logique du gouvernement. Ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. Je ne suis pas pour des centres où l'on concentre cette misère. Je suis au contraire pour qu'on trouve des localisations plus petites, décidées avec mais les par exemple, avec à les Pau maires. ou dans le département des Bien Pyrénées-Atlantiques, vous trouvez que ça pourrait se faire? Nous le faisons et ça pourrait se faire, à condition qu'on laisse les élus locaux empêcher précisément des concentrations qui ne seraient pas viables. Parce que plus vous concentrez la misère, plus vous avez des accidents. Et donc, le rôle qu'on devrait souhaiter que les élus locaux jouent dans ce drame-là est un rôle facile, possible, et que le gouvernement s'évertue, comme tous les pouvoirs successifs, que le gouvernement s'évertue à éviter. Vous savez que ça fait les choux gras de la primaire à droite. Éric Ciotti, par exemple, porte-parole de Nicolas Sarkozy, dit « C'est un vrai danger pour la France de voir proliférer une multitude de petits Calais ». Il y va trop fort, en un mot? Mais je pense que cette idée de concentration, même de concentration répartie sur le territoire, est une très mauvaise idée. Et donc, je plaide pour qu'avec les collectivités locales, il y ait un dialogue de gens responsables en disant il faut faire quelque chose. Comment c'est pas non aux migrants, absolument. Que ce soit inséré dans la population et donc accepté. Je voudrais qu'on termine par l'instantané de la semaine qu'on demande maintenant à nos invités. Et vous nous avez envoyé 2 instantanés finalement qui se rejoignent. Ce sont les joueurs de Pau en rugby, top 14. Ils ont écrasé le Stade Français hier. Je donne le score. Quand même. Pau a battu Paris 23-6. C'est quand même pas mal. Et puis un quart dans la nuit. Alors expliquez-nous. Alors à gauche, c'est la sortie des joueurs. J'aime bien ce moment de fraternisation quand les gladiateurs se sont beaucoup affrontés et qu'au fond, c'est la paix qui règne. Ils ont le sentiment d'avoir bien fait leur travail. Je signale au passage qu'il y a au centre le meilleur joueur du monde à Pau qui s'appelle Conrad Smith, en tout cas un des meilleurs joueurs du monde, All Black, et que vous voyez là. Et à côté, ce qui m'a frappé, c'est je sortais, et vous m'aviez demandé une photo, et j'ai trouvé que la lumière de cette sortie du stade, alors que tout le monde est en train de faire la fête de l'autre côté, avec ce ciel bleu nuit et ces lumières oranges, avait un air de fête foraine. En plus, il y avait des odeurs de merguez. Et donc, j'étais, d'une certaine manière, ça m'a mis victoire, plus cette ambiance sereine. Ça vous a fait plaisir. Ça m'a un bon mis samedi soir. La joie au cœur. Un bon samedi soir, comme vous en passez certainement souvent. Merci François Bayrou d'avoir accepté notre invitation.